Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette vidéo. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Aujourd'hui, vidéo importante puisque je vais vous livrer mes pensées sur le backtest. Cette vidéo vient conclure des mois, des années de backtest. J'ai pu backtester à plusieurs reprises, j'ai pu accompagner pas mal de personnes dans l'exécution de cet exercice. Et donc aujourd'hui, je viens vous livrer mes réflexions sur le backtest avec plusieurs raisonnements qui vont vous permettre tout simplement de comprendre un petit peu mieux cet exercice. Le but, c'est pas de conclure est-ce qu'il faut backtester, est-ce qu'il faut pas backtester. On va voir que c'est plutôt nuancé, mais que évidemment pour moi, si c'est ça que vous voulez savoir, ça reste un élément essentiel et nécessaire dans l'apprentissage du trading et dans la mise en place de stratégies. Mais il y a quand même pas mal de limites que toutes les personnes n'ont pas vraiment vues. Et aujourd'hui, je vais essayer de développer toutes les limites du backtest. Donc vraiment vidéo importante. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo pour référencer la chaîne. Si jamais la vidéo vous a plu, ça permettra d'aider d'autres personnes. Avant de parler un petit peu mal du backtest, je préfère synthétiser l'intérêt du backtest. Pour moi, l'intérêt du backtest, il a 4 niveaux. Premièrement, ça permet de mesurer la profitabilité de la stratégie, même si on va voir que je vais nuancer ça dans la suite de la vidéo. Ça reste l'intérêt principal du backtest, c'est d'essayer de voir un petit peu ce que vaut la stratégie. Si la stratégie arrive à battre le marché, si on arrive à avoir un avantage par rapport aux performances du marché, c'est ça l'intérêt principal du backtest. C'est quand on va trader une stratégie, quand on va mettre en place une stratégie, des certains niveaux, des billets, des setups sur le trading, est-ce que tout ce qu'on a mis en place, est-ce que notre système, est-ce que notre méthodologie permet de battre le marché, premièrement, et puis deuxièmement, à quel niveau? Est-ce qu'on bat un petit peu le marché? Est-ce qu'on le bat très fortement? À quel niveau de rentabilité, de profitabilité peut-on mesurer, sonder cette stratégie? Mais c'est pas le seul intérêt et beaucoup de gens pensent qu'il y a que cet intérêt-là, mais non. Il y a un deuxième intérêt qui est très important, c'est la prise en main de la stratégie et la création d'automatismes. Si je donne la stratégie à 2 personnes, il y a une personne qui va faire l'effort de re-backtester, même si je lui ai montré un backtest, cette personne va re-backtester, 50, 60, 70 trades et l'autre va la trader directement. On va voir que les personnes ne vont pas l'exécuter du tout de la même manière. Parce que quand tu backtestes, même si c'est une review de graphique, bah, il y a quand même des chandeliers qui vont se clôturer, qui vont s'ouvrir et on va devoir prendre des décisions. Est-ce que là, je mets le trade? Est-ce que je le mets pas? Est-ce que ça respecte totalement la stratégie? Donc, je reviens sur tous les points de la stratégie. Oui, c'est bon, je peux placer le trade. Où est-ce que je mets le stop loss? Je regarde la stratégie. OK, le stop loss, je le mets ici. Il y a toute cette réflexion-là et cette exécution de trade. Alors, c'est une exécution sans émotion, sans biais psychologique, parce que bon, on met pas notre argent en jeu sur le marché. Donc, c'est une exécution neutre, mais c'est une exécution quand même. Il y a quand même une réflexion dans l'application de la stratégie. Et si je donne la stratégie à 2 personnes, une personne backtest, l'autre l'applique directement, elles vont pas du tout l'appliquer de la même manière et l'exécution sera forcément meilleure sur la personne qui l'a reback-testé. Ça va créer des automatismes, OK, là il y a ça, ce niveau il est bon. Voilà, il y a toute cette réflexion qui a déjà été, automatisée par la personne. Parce que je vous assure, hein, quand vous backtestez une stratégie, ne serait-ce que 50 ou 60 trades, c'est pas énorme, on est déjà en train d'apprendre la stratégie. Donc ça, c'est, le deuxième intérêt. Le troisième intérêt, c'est la prise de confiance en la stratégie, hein, parce que, quand on a vu, des datas sur la stratégie, hein, quand on a vu tout un tas de données sur la stratégie, bon, bah, on sait un petit peu ce qu'elle vaut sur le long terme. On est moins impacté, à chaque trade. On va pas individualiser le trade. On sait que c'est une stratégie qui va battre le marché, en répétant les mêmes trades sur un très grand nombre de fois. Il y a parfois des trades qui vont pas passer, il y a des semaines qui vont être en négatif, parfois même des mois en négatif, mais à la fin d'une certaine période suffisamment longue, on va voir qu'on va gagner de l'argent. Et c'est ça, nous, qu'on cherche, c'est ça qui nous intéresse. Donc savoir qu'on a eu 4 trades d'affilée perdants et en plus, ils sont tous tombés la même semaine, ah, c'est horrible. Une personne qui a pas confiance en la stratégie parce qu'elle a pas forcément backtesté, va laisser tomber la stratégie et va passer à droite, à gauche, chercher une stratégie chez quelqu'un d'autre ou essayer de mettre en place une stratégie différente. Et une personne qui a confiance, bah, elle sait que c'est un processus logique, et que voilà, la stratégie, bah, elle est toujours la même, mais les résultats, eux, sont, différents. Et puis le quatrième point, c'est l'optimisation de la stratégie. Le backtest permet de voir les faiblesses et les forces de la stratégie et donc on va pouvoir optimiser la stratégie derrière. Ça également, je vais le mettre énormément en relief dans la vidéo. On va voir que c'est généralement une fausse bonne idée, même si on peut le faire quand même. On peut quand même optimiser un petit peu la stratégie. Ce que j'écris ici, hein, c'est juste voilà, pour dire que il y a des bons et des mauvais backtests, et il y a un aspect qualitatif dont peu de personnes parlent sur le backtest, mais pourtant qui existe réellement. Il y a des backtests qui sont qualitatifs et des backtests qui le sont un petit peu moins. Alors,
J'ai mis une petite échelle là parce que c'est pas binaire, c'est pas oui le backtest est mauvais, non le backtest est bon. C'est graduel de 0 à 10 entre un très mauvais backtest et un backtest qui est plus qualitatif de plus en plus. Il n'y a pas de backtest parfait évidemment, mais il y a quand même une qualité dans le backtest. La qualité, c'est le fait déjà que le backtest doit prendre en compte la réalité de son trading. Ça passe par des choses toutes bêtes, ça passe par des horaires, si on exécute des trades la nuit, ça passe par des nouvelles économiques. C'est chiant à backtester, moi-même je le prends pas tout le temps en compte, mais bah, parfois voilà, il y a des climats économiques qui sont mauvais, des news économiques qui sont pas très bonnes, qui impactent pas trop le marché mais quand même un peu et on va quand même prendre un trade. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui vont, mis bout à bout qui peuvent venir un petit peu détruire la qualité, du backtest. Il y a également les frais parfois qui sont pas inclus, tous les frais de détention de position, si on backteste une stratégie qui a, avec des trades qui durent 3 4 jours. Si ensuite on le trade sur un courtier ou une propre firme CFD, bah, qu'en est-il? Hem, les spreads, donc tout l'environnement des frais qui est pas souvent pris en compte. Donc voilà, il y a plein d'aspects et puis il y a la qualité du setup aussi. Est-ce que dans notre backtest, on prend que les meilleurs setups? En général, quand on va trader, on va prendre que les meilleurs setups par la suite. Mais est-ce que dans le backtest, on fait un backtest beaucoup plus large? Ou est-ce qu'on backteste les bons setups et les mauvais setups si on fait du price action ou du SMC? Donc dans chaque élément, au niveau des zones, au niveau des prises de position, est-ce qu'on reste en retrait ou est-ce qu'on est plutôt agressif? Et donc tous ces éléments mis bout à bout vont faire que le backtest est plus ou moins qualitatif. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas binaire, mais que c'est graduel. C'est-à-dire que, bah, on va jamais avoir un backtest 100 parfait. Voilà, c'est comme le trading, il est pas parfait le trading. Le trading, il a des imperfections. Parfois, voilà, les choses sont plus ambiguës que ce qu'on aimerait malheureusement. Mais en tout cas, il y a un aspect qualitatif au backtest et moi, j'aimerais partir sur quand même une bonne qualité de backtest. Toutes les réflexions que je vais avoir, c'est quand même une bonne qualité de backtest. Parce que si le backtest est mauvais parce qu'on prend rien en compte, bah forcément l'aspect qualitatif est mauvais et donc on peut même pas vraiment tirer de conclusion sur le backtest parce qu'il est pas bon. Donc il y a déjà ce premier aspect hein, où il faut sensibiliser les gens, c'est que le backtest doit quand même être sérieux. Donc voilà, ça c'était mon introduction. Maintenant, j'ai pu, voilà, résumer un petit peu les intérêts du backtest. Je vais passer à mes réflexions sur le backtest. Première réflexion, la mesure du hedge. Comme je l'ai dit, le backtest, ça sert à mesurer la profitabilité d'une stratégie, donc à mesurer le hedge que ta stratégie a sur le marché. Quand on parle de hedge, on parle d'avantage. Quel est l'avantage avec cette stratégie que tu vas avoir sur le marché? On entend souvent ce mot-là, même moi je l'emploie. Donc c'est du jargon, mais voilà. Le but, quand je vais dire hedge, hein, c'est tout simplement l'avantage qu'on a sur le marché. Donc ça sert à mesurer le hedge, sur une période précise. Le backtest, bon, bah, généralement, ça a un début, une fin. Et donc, avant de résoudre les autres problématiques de ton trading, tu dois savoir si tu as un avantage sur le marché. Et ça, c'est le premier intérêt du backtest. C'est souvent, voilà, il y a plein de gens qui disent, voilà, moi j'ai des problèmes de psycho, la psychologie dans le trading, il n'est pas bon, ma gestion du risque, ma gestion du money management. Il y a beaucoup de problèmes de gestion, alors qu'en fait, ces personnes n'ont parfois même pas d'avantage sur le marché. Donc la première chose, auquel tu dois t'assurer, c'est qu'en fait, tes éléments techniques, tes connaissances techniques, peu importe que tu sois du côté des SMC, que tu traites tes ranges, que tu trades, ta tendance, ton contre-tendance, avec Fibo, bah, il faut qu'en fait tes éléments te permettent de battre le marché. Peu importe le style de stratégie, peu importe le marché, il faut que tu t'assures que tu as un avantage sur le marché. Que, tous les éléments mis bout à bout, qui forment ta méthodologie, ta stratégie de trading te permettent de battre le marché. Donc ensuite, gérer les problèmes de psychologie, de risque et autres, ça vient après. Parce que si déjà, tu psychologiquement, tu une stratégie qui est pas bonne, en fait, ça sert à rien de travailler sur ta psycho ou sur ton exécution. Déjà, premièrement, tu pas d'avantage sur le marché, donc en fait, tu es déjà off, tu es déjà sur le côté. Donc le but, ça va être de mesurer la profitabilité de sa stratégie et ça, on va le mesurer avec le backtest. C'est quand même un bon élément pour mesurer, justement la profitabilité d'une stratégie. Donc, en gros, on a un graphique un petit peu comme ça quand on backtest et quand on va avoir plein de backtests, on va avoir, quelque chose qui s'apparente un petit peu comme ça. Donc, ça va être les niveaux de rentabilité d'une stratégie. On va voir qu'il y a différents niveaux de rentabilité d'une stratégie. Il y a 2 échelles qui sont intéressantes. Enfin, bah, il y a forcément, hein, c'est sur 2 échelles. Donc, il y a le nombre de trades, en abscisse. Donc, plus il y a de trades, plus justement on va pouvoir avoir de visibilité sur, ce que vaut la stratégie. Plus l'échantillon est important, plus on va pouvoir classer avec pertinence la stratégie.
Et puis il y a le nombre de R. Bon alors ça, on pourrait le mettre en pourcentage, on pourrait le mettre en plein de choses. Maintenant, voilà, le nombre de R, ça parle à tout le monde. Le pourcentage, bon, bah, ça peut varier en fonction, voilà, si une personne risque 3 par position, bah, évidemment que ça on va pas pouvoir le classer au même endroit qu'une personne qui risque 1 par position. Donc on va parler en nombre de R et en nombre de trades. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'un backtest raté, c'est un backtest qui est flat ou qui est dans une zone, où on peut pas, où en fait, où la stratégie ne va pas le marcher. Donc c'est toute cette zone en rouge, et c'est là justement où se situe une stratégie qui n'est pas bonne, qui ne va pas le marcher. C'est pas une stratégie qui est profondément perdante. Une stratégie qui est linéairement perdante, il me manque un peu de marge. Une stratégie qui est linéairement perdante, ça n'existe pas. Vous allez jamais avoir un backtest qui est comme ça. Ou alors vous avez réussi à battre le marché, mais dans l'autre sens. En fait, si vous trouvez une stratégie qui est linéairement perdante, vous avez trouvé une stratégie qui est gagnante. Il suffit de faire l'inverse et en fait, vous avez trouvé quelque chose de gagnant. Donc, il n'y a pas de backtest sur 100 trades où la personne perd son argent petit à petit. Si vous avez trouvé ça, vous inversez vos shorts et vos longues et en fait, c'est bon, vous avez votre stratégie, hein, vous avez trouvé quelque chose de pertinent. Donc, il y a pas de stratégie comme ça. Ça, c'est bon, c'est pour les personnes qui ont jamais backtesté, mais une stratégie qui est pas bonne, c'est une stratégie qui est plus ou moins flat. Il y a pas de stratégie perdante. Il y a là des résultats perdants, donc des equity curves de traders qui, sur un an, sur 6 mois, vont être perdants, mais c'est pas à cause de la stratégie. Toutes les personnes qui perdent de l'argent très fortement et très régulièrement dans le temps avec consistance, c'est même pas à cause de la stratégie, c'est vraiment des problèmes d'ordre de gestion de risque ou de gestion émotionnelle. On prend des trades qu'on ne devrait pas prendre. On aggrave le risque à des moments où il faut pas. On gagne un peu d'argent en clôture directe. Alors que quand on a des pertes, on attend 2 jours avant que ça repasse en gain. Ça repasse pas en gain. On clôture à moins 4%. C'est toutes ces grosses erreurs qui font qu'un trader est profondément perdant. Sinon, un trader, par nature, il est profondément flat. Un trader qui est profondément perdant, c'est jamais à cause du système de trading parce que même si tu prends des positions hasardeuses, bah en fait, tu seras flat, hein. Tu seras flat avec le temps. Plus tu auras un nombre de trades, plus tu verras que tu seras flat. Donc, toutes les stratégies qui ne battent pas le marché sont des stratégies flat, ne sont pas des stratégies perdantes. Ça, c'est donc ce que je vous ai mis en haut, c'est votre zone de neutralité. En gros, c'est une zone où bah, on ne bat pas vraiment le marché. Et donc là, il y a quelque chose qu'il faut dire, et c'est pour ça que je le dis à chaque fois, ayez un échantillon suffisamment grand pour conclure sur votre stratégie. Parce qu'on le voit, là, les niveaux de rentabilité sont marqués. Au début, ils le sont beaucoup moins. Donc, tu as une stratégie qui, les 3, 4, 5, 10 premiers trades va commencer plutôt bien. Puis ensuite, ça va perdre. Hop, hop, c'est un peu plus compliqué. On repasse dans la zone de gain. Et en fait, parfois, on a des niveaux de rentabilité un peu comme ça. Donc au début, au bout de 10, 15, 20 trades, c'est pour ça que personne ne doit conclure sur l'efficacité de sa stratégie trop rapidement parce que là, on pourrait croire que c'est dans un niveau de profitabilité énorme, alors qu'en fait, très rapidement, en fait, on va avoir une courbe, voilà, on va avoir une courbe un peu comme ça, quoi, donc qui bat légèrement le marché, qui est légèrement au-dessus, légèrement en dessous, hein, enfin, peut-être un petit peu moins au vu de cet exemple. Donc au début, on peut pas 10, 15, 20 trades, on peut pas trop conclure parce qu'avec le temps, on va voir que la stratégie va se moyenner au niveau de sa performance. Elle sera un peu en dessus, un peu en dessous, et puis là, en fait, on a un niveau plutôt neutre qui est légèrement au-dessus ou légèrement en dessous. Mais en fait, on ne bat pas le marché. Et c'est pour ça que deuxième chose, il ne faut pas conclure sur le niveau de sa stratégie au moment où on termine le backtest. Il faut regarder ce que vaut la stratégie et l'évolution de la stratégie. Parce que si je conclus là, et je conclus, bah, je me suis arrêté en zone de perte, donc la stratégie n'est pas bonne, ou je me suis arrêté en zone de gain, donc la stratégie est bonne, on va faire des erreurs. On va se dire: «Bon, bah, si je me suis arrêté là, c'est bon, ça a été j'ai eu une période un peu compliquée, mais je finis en zone de gain, donc globalement, ça va le marché». On s'en fiche de là où tu t'arrêtes. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution qu'a ta stratégie sur plusieurs mois, plusieurs années, sur plusieurs trades. C'est ça qui nous intéresse. C'est, combien elle va gagner, combien elle va perdre, son drawdown, son évolution, c'est ces chiffres qui nous intéressent. C'est pas le niveau final où tu t'arrêtes. C'est pour ça que moi je vois plein de vidéos sur internet où ils backtestent des stratégies, mais en fait tu t'arrêtes à 15 trades, tu t'arrêtes en gain, mais en fait tu aurais pu t'arrêter en perte parce que l'échantillon est tellement faible que ça veut rien dire. Pareil, tu peux finir ici, et au début tu commences là, hein. Voilà, tu commences ici, puis en fait avec ta stratégie dans le temps, elle va, elle va être plutôt performante.
Tu vas avoir des passes un peu moins bonnes, mais globalement, tu arrives à avoir une stratégie qui bat le marché. Et si tu conclus au bout de 15 trades que ta stratégie n'est pas bonne, si tu avais creusé un peu plus, tu aurais vu que c'est quand même un peu plus rentable que ça. Bon, vous voyez, j'ai un peu la flemme de faire la courbe totale, mais en gros, on a quelque chose qui évolue plutôt pas mal. Donc, conclure au début, ça sert à rien. Premièrement. Deuxièmement, un backtest raté, c'est pas un backtest perdant, c'est un backtest qui est flat. Euh, voilà. Ce qui vous rend perdant, c'est jamais la stratégie. Ce qui vous rend perdant, c'est votre gestion émotionnelle ou votre gestion du risque. Là-dessus, on est d'accord. Mais jamais une stratégie va vous rendre perdant. Voilà, donc là, on a vu, hein, dans la dernière vidéo, j'avais backtesté 100 trades d'une première stratégie et on voit, elle a eu des zones de gain, des zones de perte. Mais en gros, cette stratégie, elle est dans ma zone là, elle est dans ma zone rouge, hein. Elle bat pas vraiment le marché. Si je m'étais arrêté là, bon, bah, je me serais arrêté là. Je me suis arrêté un peu en gain, donc je me suis arrêté ici. J'aurais continué à backtester 20 trades, ça se trouve, je serais en dessous. Cette stratégie montre qu'en fait, je ne bats pas du tout le marché et que ça revient un petit peu à dire bah, tous les jours à 14 heures, tous les jours pair à 14 heures, j'achète le marché, tous les jours impair à 14 heures, je vends le marché. Et puis au bout d'un an, tu statues et en fait, tu verras que ta stratégie, elle est flat. C'est quasiment sûr. Alors peut-être sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas gagner. Peut-être sur une, 2 semaines, 3 semaines, tu vas perdre. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, tu seras ni gagnant ni perdant, tu seras flat. Même avec une stratégie comme ça, tu peux finir perdant au bout d'un an si tu fais beaucoup d'erreurs. Des erreurs de non-respect même d'une stratégie comme ça. J'achète le marché à 14 heures, de 14 heures à 14h10, je l'achète. Les jours pairs et les jours impairs, de 14 heures à 14h10, je le vends. Si tu fais pas d'erreur, même comme ça, tu seras flat, hein. Donc tous les traders qui sont profondément perdants, Heu, c'est qu'ils sont profondément nuls. Alors c'est pas une insulte, hein. On a tous été on est tous passés par là, mais c'est que là, ça vient d'au-dessus de la stratégie. Donc c'est pas dur de ne pas perdre d'argent en trading. Alors c'est pas «dur» entre guillemets, mais c'est une rigueur qu'il faut s'imposer, c'est une discipline psychologique, mentale à s'imposer. Je prends le trade quand je dois le prendre et je le prends pas quand je dois pas le prendre. Simplement là. Et là, on arrive déjà à battre 90 des gens qui perdent en bourse. Donc voilà, là c'est l'autre stratégie où j'avais testé une cinquantaine de trades. Donc là c'est un peu moins significatif, mais on voit que cette stratégie, elle donne pas envie du tout de backtester plus longtemps. Bon, c'est tout juste pour commencer à statuer, mais voilà, 50 trades, quand on voit ça, surtout que je crois que ça représentait 9 ou 10 mois de marché, parce que 50 trades qui représentent 2 jours de trading parce qu'on a tradé en M1, ou 50 trades qui représentent 8 ou 9 mois de marché, ça n'a pas non plus la même validité. Mais donc là, on voit clairement que bah, ça, c'est deux stratégies qui sont dans cette zone rouge. Et c'est pour ça qu'il y a plein de stratégies sur Internet qui sont dans cette zone rouge. On vous présente plein de stratégies qui sont dans cette zone rouge, qui sont dans cette zone flat. Il y a plein de gens qui backtestent, pas énormément de trades qui sont dans cette zone rouge. Donc, il faut vraiment se méfier à ce que vous voyez. Et puis ensuite, il y a les niveaux de rentabilité. Et ça, c'est quand même important d'avoir une stratégie qui est dans une zone de rentabilité suffisamment importante. Je dirais celle-ci ou celle-ci. Ah, j'ai pas, voilà. Je dirais celle-ci ou celle-ci. Le mieux, hein, je dirais, c'est cette stratégie, c'est cette zone-là. Alors, cette zone-là, le problème, c'est qu'en fait, entre le backtest qui est théorique et le trading, l'exécution de sa stratégie qui est pratique, bah, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des imprécisions au niveau du prix si on traite des produits comme les CFD, il va y avoir des frais, il va y avoir, nous, des mauvais timings, on va rentrer un pips, deux pips au-dessus, on va sortir, voilà, on est à 3 R, on approche de la soirée, on est à 2,5 R, on sort de position. Il y a plein de choses qui vont venir grappiller petit à petit la rentabilité de la stratégie. Donc si tu es à peine rentable en trading, est-ce que quand tu vas trader, ça va pas se transformer un petit peu en dessous? Si ça se transforme un petit peu en dessous, on croit moins en la stratégie parce qu'elle bat le marché, mais très légèrement. Donc on a beaucoup de drawdown et donc on fait des erreurs émotionnelles, donc on finit un peu là. Donc en gros, faut se dire qu'entre la théorie du backtest et l'exécution de la stratégie, on va perdre un peu en rentabilité. Donc le mieux, c'est d'être ici. Après, il ne faut pas être trop haut parce qu'on va voir justement tous les problèmes. Alors, on peut être très haut, hein, si on est très performant sur le marché, mais généralement, il faut faire quand même attention aux gens qui nous montrent des très grosses performances en backtest. Donc voilà, comment on mesure pour moi la rentabilité d'une stratégie, c'est selon ces niveaux-là. Donc backtester suffisamment longtemps et faites cet exercice-là pour voir justement où est-ce que vos connaissances se situent. Donc ça, c'est un exercice qui est intéressant à faire. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le problème de surapprentissage ou d'overfitting en anglais. Donc ça, c'est un problème assez connu des gens qui ont fait du machine learning. Donc en fait, ça va parler de l'optimisation de la stratégie sur un échantillon donné. Et vous allez voir, le rapport que je vais en faire avec le trading, il est très pertinent. Vous avez peut-être fait ce problème-là. Il y a plein de gens qui vont pas quitter en faisant du surapprentissage.
Heu, donc voilà, c'est un problème connu dans les gens qui travaillent dans la data ou dans le machine learning. Voilà, pour savoir ce que c'est le machine learning, hein, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, donc ça, c'est quand même un terme un peu plus connu. Il y a d'autres sous-ensembles dans la robotique, dans les systèmes embarqués. Il y a plein de sous-ensembles et puis il y a des sous-ensembles au machine learning, dont le deep learning par exemple. Mais voilà, bon, pour les personnes qui ont étudié légèrement le machine learning, on parle souvent de surapprentissage, de sous-apprentissage. Mais le plus gros problème dans le trading, c'est clairement le surapprentissage. Donc là, j'ai juste pris une définition théorique de ce qu'est le surapprentissage. Ensuite, je vais vous faire le parallèle avec le trading. Donc l'overfitting se produit généralement lorsque le modèle devient excessivement complexe, comportant trop de paramètres par rapport aux données d'entraînement disponibles. Avec une complexité excessive, le modèle peut essentiellement mémoriser les exemples d'entraînement, y compris les fluctuations aléatoires et le bruit, plutôt que d'apprendre les caractéristiques sous-jacentes essentielles. Là, c'est pas appliqué au trading, mais vous voyez déjà le rapport qu'on en fait avec le trading. De plus, un surapprentissage peut se produire lorsque les données d'entraînement ne sont pas représentatives de la population. Bon, ça c'est un peu moins intéressant, mais vous avez compris. Donc là, on a un petit modèle statistique. Il y a des points une représentation de résultats, de valeurs sur l'échelle du temps. Là, on a un modèle qui est sous-évalué, sous-apprenti, donc underfitting. Là, on a une échelle ou une stratégie qui est plutôt bien, qui prend pas en point, qui prend pas en lien tous les points. Et puis là, on a un modèle avec du surapprentissage, où on va essayer de relier toutes les valeurs du modèle. Donc en gros, qu'est-ce qu'on quel parallèle on en fait en trading? C'est sur les optimisations et ça on le voit beaucoup. Je le vois beaucoup même sur des personnes qui traitent très bien, qui ont un bon trading, qui vont reback-tester leur stratégie et qui vont tirer toujours des conclusions pour essayer de rendre un petit peu parfait, de parfaire la stratégie. Il y a plein de conclusions qui sont tirées beaucoup trop rapidement. Même si j'ai backtesté 80 trades ou que j'ai tradé 80 trades, je peux pas vraiment, me dire que je vais arrêter de trader, le jeudi parce que le jeudi, j'ai des performances moindres. Ça, c'est un exemple de surapprentissage. Ça peut être également se dire: «Bah, là, j'ai backtesté 50 trades ou ça fait 3 mois que je trade cette stratégie et j'ai vu que en moyenne, j'aurais été plus rentable si j'avais fait un TP fixe à 4 R plutôt qu'un TP fixe à 2,5 R». Ou la mise à break-even est la plus efficace, quand je mets, donc mon stop loss au point d'entrée, quand je suis à 1 R. Quand je suis à 1,5 R, la mise à break-even me donne des moins bons résultats. Ou alors, la meilleure moyenne mobile dans mon trading, c'est pas de 50, mais c'est de 65. Ou alors, le meilleur nombre de prises de liquidité, après la session asiatique, hein, donc durant la London Session, c'est 3 prises de liquidité sur l'euro-dollar plutôt que 2. Alors parfois, il y a des raisons un peu plus fondamentales derrière, mais généralement, toutes ces suroptimisations, ces complexifications du système, sont rarement bonnes. C'est-à-dire qu'en fait, on va rendre parfait le système sur un échantillon, donné et puis donc ça, c'est sur un échantillon de test et puis une fois qu'on va justement garder cette méthodologie ultra complexe et qu'on va l'appliquer sur un autre échantillon, on va avoir des résultats qui sont parfois pas du tout performants. C'est généralement le problème du surapprentissage. Et donc, le problème de faire ça, c'est-à-dire que si vous dites, bah, le jeudi, je trade pas parce que j'ai vu que sur 50 trades, la seule journée où je perds de l'argent depuis 3 mois, c'est le jeudi. Tu vas trader, ou backtester, 3 mois supplémentaires et tu vas te rendre compte que, bah, en fait, le mercredi, tu es devenu perdant. Alors que sur les 3 mois précédents, le mercredi, tu étais gagnant. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu trades plus le mercredi, mais tu retrades le jeudi, ou alors tu trades aucun des 2. Mais dans ce cas-là, en fait, tu vas avoir une stratégie qui va avoir tellement de caractéristiques qu'au final, tu auras quasiment plus de position et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des systèmes très précis et qui ont très peu de prise de position. Parce qu'ils ont complexifié à mort le système et le système devient inapplicable. On ne peut plus exécuter correctement la stratégie. Donc, peu importe ce que vous donne cette stratégie, il faut rester dans une stratégie qui est plutôt simple. Même si, effectivement, sur 100 trades, vous avez vu certaines observations que vous pouvez faire, bah, évitez d'en faire trop et restez plutôt simple. C'est pour ça que toutes les personnes hein, qui nous présentent parfois des backtests ou des equity curves, bon, alors si elles sont vraies, tant mieux, mais parfois on voit, hein, des niveaux de rentabilité un peu trop importants et ça, on peut tous le faire, en fait. On peut tous, voilà, on peut tous prendre un jeu de données, d'1 an, voilà, je prends le GBP/USD sur 6 mois et puis je vais essayer de mettre en place la stratégie parfaite pour ce jeu de données-là. Essayer de capter, tous les moments où il y a des shorts ou des longs à prendre et essayer de mettre en place un système qui est totalement approprié à ce jeu de données-là. Le problème, c'est que si on le met sur un autre jeu de données, on rentre dans cette zone flat parce que
une même stratégie, enfin un système, peut sur un jeu de données être, dans cette zone de performance et puis sur un autre jeu de données être dans cette zone de performance. Si la stratégie est plutôt simple, à mettre en place et que c'est, quelques conditions qui permettent à battre le marché, généralement elle aura une performance assez similaire. Si le système est complexe, alors d'un jeu de données à l'autre, on peut avoir des résultats très différents. Donc les solutions pour éviter le surapprentissage, il y en a pas trop en fait. Il y en a pas trop dans le trading, parce que, bah, il y en a plein, dans le machine learning, mais bon, généralement, le but c'est pas de s'intéresser au machine learning ou à toute cette, tout ce le but c'est pas d'être un G pour commencer à trader, hein, parce que sinon, s'il faut apprendre plusieurs thématiques avant de trader, on s'en sort jamais. Donc pour des gens qui font du backtest manuel et pas du backtest automatique, voilà, il y a pas vraiment de manière de contrer, enfin ce surapprentissage. Enfin si, il y en a une, c'est tout simplement de pas tirer trop de conclusions et de rester sur une stratégie simple. C'est ce que j'ai écrit là. C'est la meilleure manière de contrer le surapprentissage. C'est de tout simplement pas essayer de complexifier son système après un backtest ou après un trading sur un échantillon, même un échantillon d'un an. Parce que en fait, si on complexifie, enfin, si on commence à complexifier son système sur un échantillon d'un an, le marché sur l'année d'après va avoir un comportement différent et il se peut que notre stratégie, bah, sur un an, on soit à peu près flat ou légèrement rentable ou même légèrement en perte. Donc garder un système simple, c'est aussi, c'est pas que pour une question d'exécution de stratégie, mais c'est aussi pour un problème de profitabilité. Garder une stratégie simple, qui est simplement rentable, c'est aussi s'assurer qu'elle sera rentable dans le temps. Certes, c'est pas la plus rentable sur un échantillon de données. Certes, il y a des personnes qui vont vous dire: «Bah, moi sur 6 mois, j'ai réussi à faire ça». Ouais, mais sur les 6 mois d'après, le mec, peut-être, il va perdre de l'argent. Donc vaut mieux être dans cette zone, rentable, de façon cohérente, sur plusieurs années, que avoir des grosses zones, des grosses pics où on va être très, très rentable sur quelques temps, puis ensuite on va améliorer le système et on va retomber dans les bas-fonds. Donc vaut mieux avoir un système qui est, voilà, un petit peu toujours pareil. Après on peut l'adapter évidemment, on peut tirer des conclusions avec le temps, s'il y a des choses qu'on aime moins trader, on est moins à l'aise, on voit que ça c'est quand même un peu plus compliqué à trader, mais faut avoir quand même une donnée importante pour le dire, quoi. Ou alors ça peut venir d'un ressenti. C'est toujours plus complexe à mesurer le ressenti parce que c'est pas factuel, mais ça peut aussi venir d'un ressenti et ça c'est quelque chose que le trader peut faire, mais voilà, c'est moins palpable. Donc voilà, il y a pas trop de solutions pour éviter le surapprentissage. Dans le machine learning, il y en a plein, mais ça part, donc me dites pas qu'il y en a pas, hein, il y a plein de modèles de régularisation et autres, mais bon, pour un trader qui est en train de backtester manuellement, sa stratégie, voilà, il y en a pas vraiment. Il y en a une autre quand même dans le backtesting qui est un peu plus compliquée, c'est fonctionner en validation croisée. Si on se dit: «Bah, moi j'aimerais backtester 150 trades ma stratégie», et ben, on va essayer, de splitter en 2 ce nombre de trades. On va backtester 75 trades. On va essayer de faire des optimisations légères et on va rebacktester 75 autres trades derrière pour voir si le niveau de rentabilité est toujours le même. Donc le but, c'est, voilà, si on a comme objectif 150 trades de backtest ou 2 ans de backtest, on va splitter en 2 le jeu de données, qu'on a prévu, de backtester, essayer de faire des optimisations sur le premier jeu de données pour voir les meilleures performances qu'on peut avoir et ensuite on va l'appliquer sur le deuxième jeu de données pour essayer de voir si les résultats sont toujours plus ou moins similaires. Alors effectivement, là aussi, hein, et je m'excuse, hein, pour toutes les personnes qui ont beaucoup de connaissances sur ces domaines-là. Je fais pas mal d'inexactitudes. Le but, c'est d'avoir, simplement, des réflexions assez simples, assez basiques sur comment améliorer le backtest et ne pas se faire avoir également sur ce qu'on voit chez les voisins, quoi. C'est ça le but de la stratégie, le but de la vidéo, hein. Le but, c'est pas de faire un cours sur, toutes les problématiques qu'on est en train de voir. Donc pour un trader normal qui backteste manuellement sur TradingView, sur FX Replay, bah, on va pas parler de plein de modèles qui sont ultra complexes à appliquer et qui sont pas forcément utiles. Juste, ne tombez pas dans ces problématiques-là. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Bah, accumule des datas et si tu vois que tu es pas rentable de 15 heures à 16 heures, bah, arrête de trader de 15 heures à 16 heures». Non, pour moi, ces conclusions sont pas vraiment réalistes, et elles peuvent même vous entraîner à, créer des systèmes qui sont, sous-performants et ça me permet d'en venir également à ce point-là, c'est de vous mettre en alerte sur les bots de trading. Il y a beaucoup de bots de trading qui sont surapprentis. On va tester, le trade, enfin le bot de trading sur l'année précédente, il va y avoir 250 trades, mais en fait, toutes les caractéristiques du bot de trading vont faire en sorte de parfaire, les cotations de l'année précédente.
ou des 6 mois précédents ou autres, ou de l'échantillon donné. Et donc en fait, on a, des equity curves qui sont très régulières, très parfaites, heu, avec des gros risk-reward ratio, mais en même temps des gros win rates, et ça fait un petit peu rêver, mais en fait, c'est pas vraiment possible. Pareil pour les traders. Si un mec te dit: «J'ai 80 de win rate et que j'ai un risk reward ratio moyen de 5 pour 1» et qui te monte un backtest, alors soit le mec il l'a falsifié lui-même, dans ce cas-là on n'en parle pas, mais sinon si la personne a réellement pris ses trades, peut-être qu'il a backtesté plusieurs fois ce même échantillon de données et à chaque fois il a modifié, il a suroptimisé, suroptimisé, suroptimisé son système pour que ça donne des résultats parfaits. Puis tu l'appliques à l'année d'après, il y a plus de résultats. Donc voilà, tous les bots de trading, tout et tout ça, faut faire attention, hein, parce que beaucoup de gens utilisent du surapprentissage, de façon volontaire pour masquer un petit peu, pour mentir, sur les résultats du bot. Et puis le 3e point dont j'aimerais parler, c'est backtest performant égale gain assuré. Et là, on va voir qu'il faut quand même se méfier de ça. Alors certes, il faut avoir un beau backtest parce que si on a un backtest qui est nul, bon, on va pas aller trader cette stratégie-là. Déjà, on n'aura même pas confiance en elle et puis ensuite, bon, on aura vu qu'elle est pas vraiment rentable. Mais deuxièmement, il faut également comprendre que dans un échantillon ou dans un mois donné, il va y avoir une probabilité, d'avoir, des trades qui vont ressembler aux caractéristiques théoriques. C'est-à-dire que si on backteste 1000 trades sur 10 ans et qu'on a un risk reward ratio, de 2,5, en moyenne et qu'on a un win rate de 50 et qu'on va se dire: «Bah, je commence à trader ma stratégie, je trade ma stratégie, sur 20 trades, j'ai un win rate de 35 et un risk reward ratio de 2,1, ce qui fait que je suis pas rentable, ce qui fait que je perds de l'argent parce qu'il y a à peu près un trade sur 3 que je gagne. Quand je gagne 2, et 2 trades sur 3 que je perds et à chaque fois que je perds 1. En fait, on perd plus qu'on gagne. Maintenant, même sur une stratégie comme ça, alors ça se calcule, hein, la probabilité, d'avoir avec ces données-là, de tirer sur 20 trades, de tirer sur 20 trades des statistiques qui sont comme celle-là, il y a une probabilité qui doit exister, liée à une certaine formule, ça ne doit pas être très dur à calculer, mais j'ai la flemme. Néanmoins, heu, il y a toujours cette probabilité-là. Ça me fait penser à une étude qui a été faite il y a quelques années et je pourrais plus la sourcer parce que je m'en souviens que vaguement, mais qui était très intéressante. C'était mis en fait, ils avaient mis en évidence le nombre de mois qu'une personne va rester dans le trading, va trader tout simplement. Hem Et on regardait, les 10 premiers trades, les résultats de ces 10 premiers trades. Et une personne, qui avait, 10 ou je sais plus si c'était 10, qui avait, on va dire, un ou 2 ou 3 premiers mois, fortement rentables, mais de façon un peu hasardeuse. C'était des personnes qui allaient développer une confiance, dans le système boursier, dans le système du trading et qui allaient tout simplement essayer de mettre en place des choses intéressantes parce que dès le début, elles avaient eu cette petite dose. Alors c'est pas sur le premier trade, hein, mais c'est vraiment, 2-3 premiers mois de gains. Même si le 4e mois est en perte, ils vont avoir développé cette confiance, un petit peu long-termiste et vont se dire: «Bah, ça vaut le coup d'aller trader le 5e mois». Alors qu'une personne qui avait les 2 premiers mois non rentables, peut-être que c'était les 2 mois non rentables de son système-là sur les 12 mois, mais elle avait très peu de chances, d'aller au 3e ou au 4e mois. Et donc en fait, la durée de vie d'un trader dépend également, de ses premiers trades et ça, c'est une répartition hasardeuse. Pareil pour un backtest. Si on backteste les 10 premiers trades, et que les 8 premiers trades sont pas bons et que ça t'a pris 2 heures à backtester 10 trades, parce que tu backtestes environ 5 trades par heure, tu as un système, ICT un peu plus compliqué à backtester que 3 indicateurs techniques. Et bah, si tu commences à backtester 2 heures et que tes 8 premiers trades sont perdants, ça va être très compliqué de te faire continuer ce backtest-là, parce que tu as déjà perdu cette confiance. La confiance, tu vas l'acquérir ou la perdre très rapidement. Pareil quand tu vas trader. Tu prends une formation ou je sais quoi, le mec il dit: «Moi je trade cette stratégie depuis 3 ans, c'est parfait pour moi». Tu la trades le premier mois. Le premier mois, tu es à -4 R à la fin du mois. Tu vas avoir très peu de force en toi pour aller essayer de l'appliquer le deuxième mois. Et ça, c'est une répartition hasardeuse qui va venir impacter la durée de vie de ta journée, comment on va dire, de ton voyage dans le trading en fait. Donc il faut essayer aussi de se détacher de ça. C'est pas parce que tu as un backtest qui est performant que tout de suite tu vas valider ton premier FTMO ou tu vas avoir un premier mois très performant. Heu, c'est sur le long terme que vous allez faire la différence. C'est sur le long terme, c'est ça qui nous intéresse réellement. Sur le court terme, vous allez rien conclure. Donc voilà. Écoutez, j'ai à peu près tout dit, mais j'aimerais vous demander une dernière chose, c'est de mettre un petit like à la vidéo et un petit commentaire également si vous le souhaitez. Ça permet de référencer la chaîne, lui donner de la visibilité,
donner de la visibilité à la vidéo pour qu'on puisse aider le maximum de personnes possible. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. On sort des vidéos toutes les semaines en essayant de vous donner le plus de valeur possible, en fait, et de partager un petit peu notre expérience dans le monde du trading. Merci à tous de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine vidéo.